Nous sommes Émile et Seb du podcast Distorsion. Donc, c'est un podcast qui est produit à Montréal à propos d'histoires étranges de l'ère numérique. Donc, on a démarré ce podcast en 2017, donc ça fait 2 ans environ, et on a eu la chance de sortir un livre. Oui, Émile et moi, en fait, il y a environ une dizaine d'années, on était co-animateurs d'un podcast sur la technologie à l'époque, plus l'actualité technologique, le gaming et tout ça. Et ça a duré environ 3 ans et c'est à cet endroit-là qu'on s'est rencontrés. Et par la suite, on est devenus amis. Et je vous dirais, il y a environ 3 ans, on avait envie de refaire un podcast. On voulait toujours traiter de technologie, mais on ne voulait pas faire quelque chose qui touchait l'actualité en tant que telle. On voulait faire quelque chose d'intemporel, quelque chose qui peut se binge-écouter un peu comme une série sur Netflix, en fait. Et après plusieurs réflexions, presque 1 an de brainstorm, on est en arrivé à trouver notre ligne éditoriale, en fait, de raconter des histoires étranges de l'ère numérique. Donc, des true crime, des disparitions, des conspirations, toutes sortes de choses qui se passent sur le web. Mais malgré tout ça, il faut toujours qu'il y ait un lien numérique, en fait. Soit que les suspects ont laissé des traces sur leur cellulaire ou les victimes, des choses comme ça. Ou parfois, l'enquête est menée par les internautes sur le web. Ils font souvent soit avancer l'enquête, mais aussi des fois, ils peuvent nuire à l'enquête. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a démarré le tout en mars 2017, en fait. Après 55 épisodes plus tard, aujourd'hui, on est là. C'est un peu un concours de circonstances. Je dirais, on a été contacté par les Éditions de l'Homme au Québec, en fait, il y a environ 1 an. La directrice générale, en fait, était en congé de maladie et puis en raison de cette maladie-là, elle devait éviter de lire et de regarder des séries à la télé. Donc, elle s'est mise au podcast, elle a découvert Distorsion et puis elle est devenue accro, en fait. Et elle nous a contactés. Puis, ça faisait sens parce que pour nous, le podcast, tout comme le livre, en fait, le podcast a aussi un style qui est très littéraire. Ça se consomme un peu de la même façon, que ce soit dans les transports en commun, le soir à la maison, lors des temps libres. On peut prendre une pause, on peut reprendre la lecture. Et pour nous, ça faisait du sens. Notre podcast est très narratif, donc on raconte vraiment des histoires avec un suspense, avec une montée dramatique d'une certaine façon. Et le livre permet aussi ce style d'écriture narratif. Pour nous, ça faisait sens. Oui, c'était quand même, il a fallu réadapter le format un peu. Évidemment, Distorsion est quand même assez scripté. Un épisode du podcast est très scripté, mais dans le cas du livre, en fait, il fallait non seulement scripter les histoires, mais aussi se réapproprier la langue, un peu développer le style littéraire du livre qui n'existait pas à la base. Donc, ça a été un bon challenge. Oui, absolument. Les premières histoires, il fallait un peu s'adapter parce que malgré tout, même si il y a 8 histoires en fait qu'on avait déjà couvertes dans le podcast, mais on les a totalement revisitées et on les raconte pas exactement de la même manière, avec le même ordre. Donc, il y a eu un certain défi par rapport à ça. Mais au fur et à mesure qu'on écrivait, le rythme embarquait. Donc, le défi s'est estompé d'une certaine manière au fil des histoires qu'on écrivait. Absolument. En fait, nous, jamais on n'aurait cru à la base de devenir auteur et que Distorsion allait nous mener vers un livre. C'est certain que c'est un format, un médium qu'on veut continuer d'exploiter absolument. Là, c'est certain qu'on va laisser le nouveau livre être lancé, laisser un peu de temps pour ça. Mais oui, c'est une avenue qu'on veut prendre. Hein. Et Distorsion aussi, on veut aller encore plus loin que le podcast aussi, et même le livre. Là. Au Canada, on a des projets télé qui s'en viennent. On commence à essayer de voir si on peut pas adapter Distorsion en bande dessinée. Il y a vraiment toutes sortes d'opportunités qui s'offrent à nous actuellement. Et donc, on va explorer toutes ces avenues-là dans un futur quand même assez proche. Peut-être pour rebondir sur
Vous disiez qu'on était très excités de cette sortie. En fait, c'est que ça a été une expérience, en gros, qui a été très captivante. Puis on a eu carte blanche. Donc vraiment, c'est un livre qui est sans compromis. Donc les gens qui aiment Distorsion vont retrouver ce qu'ils aiment dans le livre. Donc il n'y a eu aucune censure. Le choix des histoires vient 100% de notre côté. Donc la collaboration avec l'éditeur a été sans faille. Donc on retrouve vraiment du contenu qui va être complémentaire aux gens qui écoutent déjà le podcast, là. En fait, on s'était, au départ, on a décidé de mettre 13 histoires dans le livre. Donc, on est parti avec ce chiffre-là qui est un peu occulte en même temps, donc on l'aimait bien. On a repris 8 histoires dans ce livre-là sur les 13. Il y en a 8 qui sont tirées des plus populaires podcasts, des plus populaires épisodes de notre podcast Distorsion, qu'on a, par exemple, décliné en grands thèmes. Donc, on va retrouver des histoires comme Xavier Dupont de Ligonnès, que nous, on a abordé vraiment du côté de l'angle numérique, là, des traces qui ont été laissées sur les réseaux sociaux, sur les forums, les courriels, ces choses-là. On va retrouver Maura Murray, qui est une disparition américaine extrêmement connue. Et nous, notre épisode avait connu une grande popularité, donc on l'a reprise. On a fait plus de recherches, on a contacté des gens spécifiquement pour cette histoire-là. On retrouve aussi le Slenderman, en fait, qui est une creepypasta bien populaire qui a ébranlé l'Internet au grand complet. Donc, on est allé sélectionner 8 histoires comme ça qui touchent un peu aux grands thèmes, parfois aux légendes urbaines, parfois aux disparitions, parfois au true crime. Et puis, 5 autres histoires qu'on connaissait déjà de notre côté, sur lesquelles on avait de l'intérêt depuis un certain temps. Et puis, on a creusé ces histoires-là un petit peu plus pour en faire des exclusivités pour le livre, en fait. Et il y a aussi une surprise, il y a une histoire cachée dans le livre, donc qu'on voulait qu'on laisse la chance au lecteur de découvrir. Ouais, mais c'est un peu des deux. Nous, dans nos recherches, on fréquente beaucoup, justement, un peu les bas-fonds du web, des forums obscurs, Reddit, 4chan, YouTube et tout ça, qui sont des mines d'or de contenu comme ça. Mais il arrive aussi parfois que la communauté nous envoie des histoires. Absolument. La communauté, au fil du temps, en nous fournissant des histoires très intéressantes, en fait, ça nous permet de nourrir notre catalogue ou notre future liste d'épisodes à avoir, mais même malgré Reddit et tout ça, souvent on consulte aussi des médias, beaucoup les médias britanniques qui ont une tendance à plus approfondir ce genre d'histoire-là, peut-être même plus qu'au Canada, en fait. Souvent, donc pour nous, ça nous fait des bonnes sources pour trouver des histoires assez étranges. Parfois, on Google aussi des mots-clés, des termes, pour arriver justement à aller chercher les plus vieilles histoires qui seraient passées sous le radar, parce qu'il y a tellement de cas. Donc, on a besoin aussi d'approfondir cette recherche-là. Avec les moteurs de recherche, ça peut nous aider aussi. Puis dans nos choix d'épisodes, bien sûr, lorsqu'on fait le podcast, on essaie de rythmer quand même les thématiques, de ne pas... parce que nous, on fonctionne par saison, on a 12 épisodes par saison. Et lors de nos 12 épisodes, c'est certain qu'on ne veut pas, par exemple, parler de 3 histoires de suite de true crime ou 3 histoires de disparition. Donc, on essaie toujours aussi d'alterner nos thèmes, ce qui influence aussi notre choix d'histoire. Moi, l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est le Slenderman, un peu comme Émile raconté. Cette histoire-là, elle se retrouve dans le livre et dans le podcast. En fait, le Slenderman, à la base, c'est une creepypasta, donc une légende urbaine qui est née sur Internet via un concours de photos, de Photoshop à l'époque. Il fallait créer un environnement épeurant, mais qui semblait réaliste, avec une créature un peu surréaliste. Et à partir de ça, ça a eu un énorme succès sur le web. Et il y a eu toutes sortes de déclinaisons. Les gens s'amusaient à créer toutes sortes d'art autour. C'est un grand personnage qui n'a pas de visage, qui a un complet noir avec des longs bras. Donc, il est quand même assez épeurant. Il y a 2 jeunes Américaines de 12 ans, petite fille un peu naïve qui
qui étaient des fans de creepypasta. Ils passaient énormément de temps à lire et consulter cette littérature-là. Mais on le sait, à l'âge de 12 ans, la différence entre entre la réalité et la fiction est tout de même assez difficile à cerner et à discerner. Et donc, ces deux petites filles-là ont eu comme l'appel du Slenderman qui les menaçait de tuer leur famille si elles-mêmes, elles n'exécutaient pas quelqu'un de leur entourage. Et malheureusement, ces deux petites filles-là ont tenté d'assassiner une de leurs amies. Et actuellement, les deux filles ont été condamnées. En fait, même si elles étaient jeunes et mineures, elles ont été condamnées à pas à perpétuité, mais plus de 25 ans dans des hôpitaux psychiatriques car elles ont été déclarées schizophrènes. Donc ça, c'est une histoire qui m'a quand même tout de même assez marqué et au niveau même des parents, étant donné que les petites filles ils griffouillaient beaucoup le Slenderman sur... mais les parents, jamais tu peux penser que ton enfant va en arriver là, en fait. Là. Donc, c'était quelque chose de méchant. Donc, cet aspect-là de l'histoire m'a quand même assez troublé. Je dirais une histoire exclusive qu'on a traitée dans le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celle d'un téléphone intelligent qui a été retrouvé sur la banquette arrière d'un taxi à Fidji. Et puis, c'est vraiment une histoire typique de l'ère numérique. Et sur ce téléphone-là, en fait, on a retrouvé une vidéo où un meurtre en haute mer est commis. Donc, il semblerait que des pirates somaliens aient exécuté d'autres marins sur la mer près des îles Fidji. Et donc, vraiment, de fil en aiguille, on est parti de cette vidéo-là, de ce téléphone-là. On a remonté les pistes et puis on a vraiment exploré là, d'où est-ce que ce meurtre-là peut avoir eu lieu. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point parfois il y a des choses sordides qui sont commises. On croit à l'abri des regards, mais il faut simplement un outil technologique pas trop loin pour capturer l'événement et puis par la suite donner des pistes pour l'enquête. C'est l'histoire de Laurie Erica Ruff, qui est une Américaine aussi qui a changé, en fait, qui a un peu refait sa vie au fil du temps et que s'est mariée, elle a eu des enfants et à un moment donné, elle était quand même en dépression et elle s'est suicidée dans sa voiture. Ça, c'est le point de départ. Et à partir de ce moment-là, lorsque son mari et sa famille ont fouillé dans son garde-robe, ils ont trouvé une boîte mystérieuse. Et à l'intérieur de cette boîte-là, il y avait plusieurs pièces d'identité de Laurie, mais sous différents noms, comme si elle avait eu plusieurs vies avant de se marier avec son mari, tout ça. Et cette histoire-là, elle est tout de même assez... elle m'a un peu bouleversé aussi, comment quelqu'un peut... disons, vivre plusieurs vies, un peu comme l'expression comme on dit avec les chats, en fait, sans que son entourage et sa famille s'en rendent compte. Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire tous ces changements-là de vie et profiter un peu des failles du système pour se créer des nouvelles identités? C'est tout de même pas si simple que ça. C'est certain que il y a une partie de l'histoire qui s'est déroulée avant l'ère numérique. Donc, à cette époque-là, c'était peut-être un petit peu plus facile de se créer des nouvelles identités. Mais c'est extrêmement mystérieux pour le mari. Sa femme se suicide, on ne sait pas exactement pour quelle raison. Il découvre qu'elle a eu plusieurs vies avant. Donc ça, c'est une histoire, personnellement, qui m'a extrêmement marqué. Moi, que j'aime beaucoup, c'est celle de Lake City Quiet Pills, qui est une histoire qui entièrement se déroule sur Internet, surtout sur Reddit, le fameux forum de discussion. Et puis, les internautes se sont rendus compte que dans le code source d'un site web, on retrouvait des annonces classées pour tueurs à gages et pour mercenaires. Et puis, on se rend compte qu'en enquêtant, on retrouve des messages codés dans le code source de ce site web-là. Donc, à la base, le site web n'est qu'en fait un site pour héberger des images, des choses comme ça. Mais en fouillant, on se rend compte qu'il y a vraiment des messages troublants qui sont postés afin de recruter des mercenaires et des tueurs à gages pour aller exécuter des missions à l'étranger. Tout ça reste comme ça, pure spéculation, mais avec le temps, les internautes se sont rendus
rendu compte que les messages postés dans le code source de ce site-là, donc vraiment en fouillant, en allant au-delà du site web, en allant derrière, on s'est rendu compte qu'il y a des vrais meurtres et des vrais assassinats qui ont été commis au Moyen-Orient avec des dates qui concordent parfaitement avec ce qui est listé sur ce site web. Donc, ça touche un peu au domaine de la conspiration, mais aussi dans le domaine des sites web un peu étranges. On ne sait pas si vraiment c'est le cas ou si c'est de la spéculation totale, mais c'est une histoire qui était assez passionnante, là, nous, qui nous a pris des heures à creuser et à fouiller pour démêler le vrai du faux. Les difficultés, je crois qu'au départ, ça nous a pris quand même beaucoup de temps à maîtriser notre format. Donc, on partait un peu de nulle part. Bon, évidemment, on avait fait le podcast avant, mais écrire un livre, c'est complètement différent. Donc, je dirais que les premiers mois d'écriture ont été un peu plus difficiles. Et puis, quand on a tranquillement commencé à maîtriser vraiment le format d'écriture, les introductions, nos réflexions personnelles, parce que dans le livre, on retrouve non seulement des faits, non seulement la chronologie des événements, mais on retrouve beaucoup de réflexions personnelles, d'astuces, même d'hypothèses venant de moi et Seb. Et puis, une fois qu'on avait quelques histoires décrites et puis qu'on maîtrisait ce format-là, et là, je crois qu'on a eu un rythme un peu plus soutenu d'écriture et puis ça allait mieux. Mais oui, au départ, là, commencer à écrire les premières histoires, ça a été un peu plus long, un peu plus difficile. En fait, de plus en plus, oui, je pense. Je crains moins le paranormal, mais on dirait qu'on a peut-être des craintes un peu plus liées à la sécurité informatique. Moi, je me fais constamment pirater mes comptes, réseaux sociaux, je suis constamment une cible de pirates informatiques. Seb a reçu des drôles de colis par la poste aussi. Ouais, un genre de DVD encrypté avec des... On n'a pas trop eu le temps de s'attarder à ça, mais... Oui, puis il y avait une vidéo, en fait, j'ai réussi il y avait une genre de vidéo vraiment étrange d'environ 30 secondes qui était dessus, mais c'était avec le fond bleu qu'on voit souvent à la télé, qui est pas... puis il y avait des interruptions d'images, c'était vraiment étrange. J'ai même tenté disons, de l'exporter frame by frame, image par image, pour tenter de détecter quoi que ce soit, mais il n'y avait rien d'anormal. Et sur le DVD, il y avait plein de symboles un peu étranges. Oui, des pentagrammes, c'était très drôle. Et l'adresse de provenance, c'était un bureau de poste. Donc, c'était impossible pour moi de découvrir de où ça provenait. Et on était quand même intrigués. J'étais un peu sur mes gardes aussi. Qui m'envoie ça? Il a mon adresse postale. Mais finalement, on n'a jamais eu de rebond ou quoi que ce soit de ça. C'était quand même assez étrange. Mais j'avais une certaine crainte quand j'ai entré le CD dans mon ordinateur. Je suis quand même quelqu'un d'informatique. Mon ordinateur est bien protégé, mais j'avais un souci de sécurité aussi si quelqu'un essayait pas de s'infiltrer ou quoi que ce soit, si c'était pas une arnaque. Oui, en fait, c'est difficile à expliquer le pourquoi, mais ça a quand même toujours été populaire. On le sait, même en France, il y a toujours eu des docu-fictions, des séries documentaires, des magazines sur les crimes, les meurtres en série, les choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'une plateforme comme YouTube pouvait permettre de démocratiser un peu à monsieur, madame, tout le monde pour raconter ce genre d'histoire-là. Et il y a un côté très... L'humain aime ça, hein, d'écouter des histoires comme ça, l'empathie. J'ai l'impression qu'étant donné que l'offre était beaucoup plus grande et l'accessibilité aussi par les gens, par ce contenu-là, a fait un effet boule de neige, en fait. Donc, plus de gens produisent, plus de gens en écoutent, donc plus c'est populaire et plus de gens tentent de s'approprier ce format-là ou ce type d'histoire-là. Mais c'est certain que je trouve qu'il
pas qu'il y en a trop, on ne peut pas dire ça. Tout le monde peut faire sa place, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de récurrence dans tout ça. Et nous, à travers ça, justement, Distorsion, on voulait quand même se démarquer, justement, pour ne pas resservir une soupe réchauffée aux gens. Et c'est pour ça qu'on traite toujours avec langue numérique. C'est un aspect qui nous permet justement de nous distinguer et de ne pas raconter nécessairement l'histoire de la même manière, malgré des faits qu'on n'a pas le choix de raconter, bien sûr. Donc, ça nous permet d'aborder l'histoire et l'enquête d'un autre point de vue un peu plus différent qui amène quelque chose, une nouvelle épice, en fait, à ces histoires-là. Notre entourage, je vous dirais pas tant, en fait. Maintenant, c'est qu'on a beaucoup de fans, les distordus qu'on appelle, avec qui ça nous permet d'échanger là-dessus. Mais moi, dans mon entourage proche, à part Émile, bien sûr, c'est pas le genre d'histoire tant que ça que je racontais, en fait. Et c'est même le cas de plusieurs distordus qui nous le disent. Hein? Moi, j'adore les true crime, j'adore ce genre d'histoire-là, mais j'ai personne dans mon entourage pour en discuter. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais dans plusieurs cercles, parce que même si ça semble un peu mainstream, c'est quand même... C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais c'est ça. Fait que nous, justement, en créant le groupe, notre communauté, bien, ça permet à tous ces gens-là qui peuvent se sentir un peu isolés, entre guillemets, par rapport à... Pour pouvoir discuter de ces cas-là, bien là, ils peuvent se rassembler et en discuter avec d'autres personnes comme eux qui ont ces intérêts-là. Moi, j'ai senti que dans mon entourage, en fait, les gens se sont découvert une passion pour ces histoires-là. Donc, même ma mère, des gens de ma famille qui, au départ, ne recherchaient pas ce type d'histoire-là, puis qui n'étaient pas non plus clients de documentaires, de séries ou de podcasts même. Et puis là, de plus en plus, il y a des gens qui vont m'écrire que j'aurais jamais soupçonné, en fait, qui aiment ce genre d'histoire-là pour me dire « Ah, j'ai découvert Distorsion, je suis accro. » Ou ils vont m'écrire « Ah, où est-ce que tu crois que Maura Murray a disparu? » Donc, il y a des gens, vraiment, parfois, c'est complètement spontanés, vont m'écrire pour me discuter d'une histoire ou d'un cas. Je pense que, justement, les gens qui aiment ce type d'histoire-là, ou même, vous savez, l'horreur en général, les films d'horreur, les jeux vidéo, tout ça. Donc, je sens que ces gens-là étaient ostracisés à un certain moment donné, et puis que peut-être, pas qu'il y avait honte, mais en fait, n'osaient pas s'exprimer à propos de ce goût des histoires étranges. Et puis là, on le voit que justement avec les séries télé qui sont produites, avec plus de podcasts, depuis Serial, entre autres, eh bien, on sent que ce type de contenu-là, qui était à la base un peu en retrait, lié aux faits divers, souvent, ben, est devenu cool, en fait. Donc, les gens ont plus peur de s'affirmer, de discuter de ces histoires-là. Je pense que oui, moi je la sens un peu. J'ai l'impression que les gens qui sont peut-être un peu plus vieux ont peut-être moins d'ouverture, où ils vont aborder, puis là c'est vraiment des généralités qui est basées sur notre échantillon personnel, mais on sent qu'il va avoir peut-être moins d'ouverture d'esprit auprès d'une certaine génération qui, pour eux, refusent même de discuter d'une conspiration, même si, je veux dire, personne n'essaie de les convaincre que c'est vrai ou faux, mais qui vont rejeter ce type d'histoire-là du revers de la main. Tandis qu'on sent chez les plus jeunes, chez les milléniaux, qu'il y a vraiment une ouverture d'esprit, un retour vers justement le paranormal, vers les histoires sordides. On sent que, ouais, moi je dirais qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, on sent une différence entre les générations. Ben moi, c'est certain, j'ai un background d'informatique, de technologie. C'est certain que toutes les histoires qui touchent au web, au dark web, à la guerre, la cyberguerre, les virus que les gouvernements américains peuvent implanter dans des usines nucléaires iraniennes, toutes ces histoires-là, c'est certain que moi, j'ai une fibre un petit peu plus qui me parle, mais j'adore énormément j'adore. C'est toujours drôle à dire qu'on adore les histoires de true crime et les meurtriers.
Mais j'aime beaucoup l'angle, en fait, qu'on a décidé de prendre justement dans ces enquêtes-là, au niveau des pistes numériques, parce que les enquêteurs, aujourd'hui, ont de plus en plus d'outils, justement, pour ça. Donc, moi, c'est les deux types d'histoires que j'aime le plus, là. Mais j'aime toutes les histoires qu'on raconte, bien sûr. Je bonifierais aussi les conspirations, même si on n'en couvre pas tant. Et parce que c'est des conspirations, on ne sait pas si on flotte entre le vrai et le faux. Mais de se questionner là-dessus et d'élaborer plusieurs hypothèses, parfois loufoques, je trouve ça agréable, je trouve ça amusant, en fait, de pouvoir s'amuser un peu avec ces conspirations-là, parce qu'on ne se prend pas vraiment au sérieux dans un certain sens, hein. On n'est pas des enquêteurs, nous, on est plus des raconteurs. Et de mon côté, moi, je pense que c'est les disparitions qui me fascinent le plus. Pour moi, je trouve que c'est difficile à concevoir qu'à notre ère, on peut disparaître complètement dans la nature ou que même des avions peuvent disparaître, des choses dont on ne s'attendrait jamais. Donc moi, c'est ce type d'histoire-là. Évidemment, toutes les histoires me passionnent aussi, mais celle que je trouve le plus incompréhensible, c'est vraiment les disparitions. Hmm. Ben, c'est sûr que quand on tombe dans le domaine des conspirations, tout est possible et parfois les choses sont un peu exagérées. Donc, une histoire comme par exemple le Pizzagate, qui était très très populaire aux États-Unis, en fait, qui est une histoire où apparemment dans le sous-sol d'une pizzeria, il y aurait un réseau de pédophiles qui serait piloté par le parti politique de Hillary Clinton. Donc, il y a d'énormes coïncidences qui sont troublantes, évidemment. On a vu des histoires un peu similaires arriver pour vrai, donc c'est toujours difficile de savoir si on y croit ou non, mais quand on analyse un peu plus la chose, on se rend compte que, de mon côté du moins, c'est une hypothèse qui est plutôt loufoque, et puis pour moi, je suis surpris de voir qu'une telle histoire a pu avoir un rayonnement aussi énorme que ça, avec le peu d'informations vraies qu'on y retrouve. Ah, dans tout ce qu'on a entendu. En fait, le Pizzagate fait partie de nos histoires de conspiration, je vous dirais, qui m'ont aussi le plus troublé. Sinon, j'en ai pas tant que ça à un point que j'étais pas certain de la véracité. C'est certain que dans certaines histoires, ou même dans les hypothèses, que certaines histoires qu'on couvre, des fois, on doute un peu, même des décisions juridiques ou des décisions des autorités, en fait. Il y a cet aspect-là, parfois, qui me fait un peu douter, même remettre en question, des fois, les systèmes judiciaires et la corruption à travers tout ça. Mais j'ai pas de cas, à part le Pizzagate, en fait, parce qu'on traite pas énormément de temps de conspiration que ça au travers de nos histoires. On va rencontrer Ron, qui a illustré notre livre, qui est un illustrateur français avec qui on a collaboré, on est des grands fans. Encore une fois, ça entre dans les magnifiques coïncidences qui nous sont arrivées au cours des dernières années. On va, entre autres, on a une promotion, en fait, avec Hachette, qui est notre éditeur européen pour la version digitale. Donc, avec Hachette, on fait une promo. Les 100 premiers acheteurs de l'édition numérique vont recevoir une affiche collector là, qui est numérotée et signée par Seb et moi, et Ron aussi. Cette semaine, on a eu la chance justement d'aller rencontrer les gens de chez Hachette, de rencontrer nos auditeurs, faire un peu de promotion, de rencontrer des partenaires futurs et tout ça. Donc, on n'a pas de collaboration en termes de podcast. On n'a pas eu la chance d'enregistrer, mais on a la chance de faire avancer plusieurs dossiers là, que nos auditeurs et lecteurs vont en bénéficier très certainement dans un futur prochain. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont en discussion, un peu comme Seb le mentionnait plus tôt, qui sont pas nécessairement confirmées, mais outre cela, en fait, on est toujours en promotion du livre, donc on retourne au Canada pour faire le Salon du livre de Québec, à Québec City, qui est un gros salon du livre, donc on va avoir la chance d'y aller. On fait aussi, un des projets qu'on mène, c'est d'amener Distorsion sur scène, donc on veut faire des
performance devant public, donc d'enregistrer un podcast, mais aussi avec un volet visuel et sonore. Donc, on a la chance de participer à un festival qui se déroule dans la région d'Ottawa, au Canada, le festival Transistor. On donne une performance là et on espère amener cette performance ailleurs au Québec et dans le monde. Qui sait, peut-être qu'on va revenir le présenter devant vous. Et puis, ben en fait, on travaille sur notre 5e saison qui arrive en septembre. Donc, pour nous, ça va être gros. Ça va être une saison décisive. Vous risquez d'être bien surpris. Donc, moi et Seb, on a déjà plusieurs histoires en banque et on a déjà commencé à travailler là-dessus. Et puis, plusieurs autres surprises à venir. Ben moi, j'aimerais en profiter pour remercier nos auditeurs et lecteurs français. En fait, c'est parce que c'est sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. En fait, c'est fantastique pour nous de pouvoir voyager grâce à notre podcast et d'atteindre une nouvelle audience. Donc, je voulais témoigner mon amour envers les distordus français. Un peu même la même chose qu'Émile. Hein? Les distordus français, on les aime tellement. On aime tous nos distordus, mais pour nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur que la France ait embarqué avec nous quand même assez rapidement une fois que le podcast a été lancé. Jamais on n'aurait pu prédire ça. Donc, pour moi, ça nous touche vraiment, ça nous fait vraiment chaud au cœur, en fait. Et pour le mot de la fin, je leur dirais à tous, oui, monsieur!